Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, avec les mêmes graines, certains jardiniers obtiennent des plants vigoureux comme des chênes, alors que d'autres se retrouvent avec de frêles petites tiges? Le secret ne réside pas forcément dans un engrais miracle, mais plutôt dans le contenant utilisé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet trop souvent négligé: le choix des meilleurs pots pour vos semis, et surtout, comment choisir le bon volume pour garantir une récolte généreuse dès le départ. Restez bien jusqu'à la fin. Vous découvrirez pourquoi un gobelet de 200 ml est parfois préférable à un pot d'1 demi-litre, et comment une simple erreur de contenant peut vous coûter la moitié de votre récolte de tomates. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire, quel type de pot utilisez-vous d'habitude? J'ai hâte de vous lire. Avant de passer aux chiffres et aux différents modèles, comprenons pourquoi c'est si crucial. Imaginez qu'un jeune plant soit comme un petit enfant. Il a besoin de son propre espace. Mais si vous l'installez tout de suite dans un immense château, il va se sentir perdu, mal à l'aise et pourrait même tomber malade. C'est exactement pareil pour les plantes. Les racines, c'est à la fois leur cerveau et leur estomac. Dans un volume de terre trop important, une petite racine fragile est incapable d'absorber toute l'eau et les nutriments. Résultat, le terreau commence à s'asphyxier, il se tasse et des champignons pathogènes se développent. La racine ne respire plus et finit par pourrir. À l'inverse, un contenant trop petit est une source de stress permanent. La terre s'assèche en quelques heures, les nutriments viennent à manquer et la croissance s'arrête net. Notre objectif est donc de trouver le juste équilibre, cette fameuse chambre d'enfant parfaitement adaptée, où notre petit protégé pourra grandir fort et en pleine santé. Commençons par l'idée reçue la plus répandue. Beaucoup de jardiniers débutants se disent « Je vais planter ma graine directement dans un grand pot pour lui éviter le stress du rempotage plus tard ». Ça semble logique, mais c'est en réalité une erreur fatale. Imaginez, votre petite graine germe et développe une racine minuscule de seulement quelques centimètres. Autour d'elle, elle se retrouve face à une masse énorme de terre humide. La plante est physiquement incapable d'absorber toute cette eau. Résultat, le terreau ne sèche jamais, l'air ne circule plus et les racines finissent par s'asphyxier et pourrir. C'est là que le piège se referme. La plante jaunit, elle s'affaiblit et on a souvent le mauvais réflexe de l'arroser encore plus en pensant qu'elle a soif, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Retenez bien cette règle d'or. Le volume du pot doit correspondre à la taille actuelle du système racinaire et non à celle qu'il aura dans 2 mois. Offrir à votre plante un lustrum, un logement qui grandit avec elle, étape par étape, c'est le véritable secret de la réussite. Jetons un œil sous la surface pour voir comment les racines se développent selon la taille du pot. Idéalement, le système racinaire doit occuper tout le terreau de manière parfaitement uniforme. Dès que les racines touchent les parois ou le fond du contenant, elles reçoivent un signal. Il est temps de se ramifier pour créer un réseau dense et fibreux. C'est précisément ce réseau qui permet à la plante d'absorber l'eau et les nutriments avec un maximum d'efficacité. À l'inverse, si le pot est trop grand, la racine principale va plonger directement vers le bas sans chercher à se diviser. Elle atteindra le fond, mais laissera la majeure partie du terreau totalement inexploitée. On se retrouve alors avec une plante fragile et une racine certes longue, mais peu performante. Une fois transplanté en pleine terre, un tel plan mettra beaucoup de temps à s'adapter. Choisir le bon volume, c'est encourager la plante à former cette fameuse barbe de racines, véritable fondement de sa vitalité et de vos futures récoltes. Visualisez bien la différence. Ce que l'on recherche, ce n'est pas un simple fil qui pend au bout de la tige, mais un véritable nuage de racines, riches et ramifiées. Un autre point crucial avec les grands contenants, c'est le risque de refroidissement excessif. Au printemps, quand on cultive nos semis sur le rebord des fenêtres, les températures font souvent le yo-yo. La nuit,
le froid s'infiltre directement par le vitrage. Un petit volume de terre se réchauffe très vite grâce à la chaleur ambiante et aux rayons du soleil. En revanche, un grand pot d'1 litre, surtout s'il est gorgé d'eau, mettra une éternité à remonter en température. Or, une terre froide et détrempée, c'est le terrain idéal pour le pourrissement des racines, et notamment pour cette maladie redoutable qu'on appelle la cofonte des semis. Dans le froid, les racines se bloquent. Elles n'arrivent plus à absorber les nutriments. Résultat, la croissance s'arrête net et les plants prennent une teinte violacée. C'est pourquoi, surtout pour les cultures exigeantes comme les poivrons ou les aubergines, il vaut mieux commencer avec un volume minimal. Cela évite de créer cet effet marécage froid autour des jeunes racines encore fragiles. N'oubliez jamais que pour une plante, avoir les racines au chaud est tout aussi vital que d'avoir du soleil sur les feuilles. Parlons maintenant de l'équilibre hydrique, un point qui dépend directement de la taille de votre contenant. On pourrait croire qu'un grand pot garde l'humidité plus longtemps et qu'on a donc moins besoin d'arroser. C'est à la fois vrai et faux. Certes, le volume d'eau global est plus important, mais comme nous l'avons vu, la jeune plante n'en consomme qu'une infime partie. Le reste de l'eau finit par stagner. À l'inverse, dans un petit godet, le terreau sèche plus vite et de manière bien plus uniforme. Cela permet d'arroser les semis plus souvent, mais en plus petite quantité. Ce rythme est bien plus bénéfique pour la plante. Il garantit un apport constant en eau fraîche et surtout en oxygène pour les racines à chaque fois que la terre s'assèche. Vous gardez ainsi un meilleur contrôle sur l'état de votre sol. Dès que la surface est sèche, on arrose. Dans un grand pot, la surface peut sembler aride comme un désert, alors qu'au fond, c'est un véritable marécage. Maîtriser l'humidité dans un petit volume est bien plus simple, ce qui limite les risques d'excès d'eau ou, au contraire, d'un dessèchement fatal pour vos jeunes pousses. Maintenant que nous avons posé les bases, passons aux détails concrets. L'option la plus populaire, la plus accessible et la plus polyvalente, ce sont les simples gobelets en plastique. Leur principal avantage, leur prix dérisoire et le fait qu'ils soient réutilisables à l'infini. Ils existent en plusieurs formats, de 100 à 500 ml, ce qui permet de trouver la taille idéale pour n'importe quelle culture, quel que soit son stade de développement. Le plastique ne craint pas l'humidité, garde bien sa forme et se nettoie très facilement pour être désinfecté avant une nouvelle utilisation. Petit conseil important, choisissez de préférence des gobelets opaques. Dans un contenant transparent, la lumière favorise le développement d'algues vertes qui viendront voler les nutriments et l'oxygène de votre plante. De plus, les racines sont faites pour pousser dans l'obscurité et une exposition directe peut les stresser inutilement. Enfin, la règle d'or avec les gobelets en plastique, n'oubliez surtout pas de percer des trous de drainage au fond. Sans cela, le moindre arrosage transformera votre gobelet en un piège mortel pour les racines. Attaquons-nous maintenant à un mythe très répandu, celui des pots et des pastilles de tourbe. Le marketing nous les vend comme une solution miracle. C'est écologique, pratique, et ça évite de traumatiser les racines puisqu'on plante le tout directement en terre. Mais en réalité, cette option présente bien plus d'inconvénients que d'avantages. D'abord, les pots de qualité coûtent cher. Ensuite, leurs parois sèchent à une vitesse folle, pompant littéralement l'humidité de la motte de terre. Résultat, vous devez arroser vos semis bien plus souvent, et le moindre oubli peut leur être fatal. Mais le plus gros problème surgit au moment de la plantation. Bien souvent, ces parois prétendument écologiques sont beaucoup trop denses. Les racines n'arrivent pas à les transpercer, et la plante finit par s'étouffer dans ce volume restreint, comme dans une prison, alors qu'elle est déjà en pleine terre. Au bout du compte, vous vous retrouvez avec un plant chétif et affaibli. Si vous décidez malgré tout de les utiliser, voici un conseil essentiel. Au moment de la plantation, déchirez ou écrasez fermement les parois et le fond du pot.
C'est indispensable pour aider les racines à s'évader et à enfin s'épanouir librement. Une autre option très prisée des jardiniers pour son côté compact, les plaques alvéolées. Il s'agit d'un bloc composé de multiples petites cellules. C'est une solution vraiment pratique pour gagner de la place sur vos rebords de fenêtres. Surtout si vous prévoyez de nombreux semis, cependant, il y a un bémol. Le volume de chaque alvéole est généralement très limité, oscillant entre 30 et 70 millilitres. C'est suffisant pour la phase de démarrage, tout juste jusqu'à l'apparition des premières vraies feuilles. Si vous laissez vos plants trop longtemps dans ces plaques, les racines vont rapidement saturer l'espace, s'entremêler, et la plante finira par s'épuiser. Disons que les plaques alvéolées sont une excellente crèche, mais certainement pas une décolle. Elles conviennent parfaitement aux choux, aux astères ou aux oignons qui demandent peu de volume. Mais pour les tomates, les poivrons ou les aubergines, ce n'est qu'un abri temporaire. Il faudra impérativement les repiquer à temps dans des godets individuels plus spacieux. Pour les jardiniers les plus malins et économes, il existe tout un univers de contenants faits maison. Et ici, votre imagination est la seule limite. Des pots de yaourt ou de crème fraîche, des bouteilles en plastique découpées, des briques de lait ou même de petits pots en papier fabriqués par vos soins. Le gros avantage, c'est gratuit et écologique, puisqu'on donne une seconde vie au plastique. Les règles d'or restent les mêmes que pour les pots achetés en magasin. D'abord, le récipient doit être parfaitement propre. Ensuite, son volume doit être adapté à la taille de la plante. Et surtout, j'insiste vraiment là-dessus, n'oubliez pas de percer des trous de drainage au fond, c'est indispensable. Les emballages de produits laitiers sont d'ailleurs une option quasi idéale. Ils sont conçus en plastique alimentaire, ils sont opaques et proposent souvent le format parfait entre 200 et 500 millilitres. Quant aux bouteilles d'1,5 litre ou de 2 litres, une fois coupées, elles sont parfaites pour les semis de concombres ou de courgettes qui ont tout de suite besoin de beaucoup d'espace. Alors, avant de courir en magasin, regardez bien autour de vous. Les pots parfaits pour vos futurs semis se trouvent peut-être déjà chez vous. Passons maintenant au cas concret. Commençons par les variétés dites lentes, comme les poivrons, les aubergines ou certaines fleurs telles que les pétunias et les lobélies. Leurs graines sont longues à lever et au départ, les semis poussent très doucement. Leur système racinaire est encore petit et fragile. Pour bien démarrer, l'idéal est d'utiliser un contenant de 100 à 150 millilitres maximum. Une petite alvéole ou un mini-gobelet en plastique fera parfaitement l'affaire. Dans un si petit volume, les racines vont vite occuper tout l'espace, ce qui vous permettra de mieux maîtriser l'arrosage sans risquer de noyer vos jeunes pousses. Une fois que les racines auront bien colonisé la motte, ce qui se voit facilement dans un pot transparent ou en la sortant délicatement, il sera temps de passer à l'étape supérieure. Transférez-les alors dans un pot plus grand, de 250 à 300 millilitres environ. Pour les poivrons et les aubergines, c'est généralement le dernier contenant avant la mise en terre. Cette méthode, par étapes, stimule le système racinaire et évite que la croissance de vos plants ne stagne. Passons maintenant au roi du potager, la tomate. Les tomates poussent bien plus vite que les poivrons et développent un système racinaire puissant, voire vigoureux. Elles adorent être repiquées et ont cette particularité de former facilement de nouvelles racines le long de la tige si on les plante un peu plus profondément. Pour réussir vos semis, je vous conseille une méthode en 2 étapes. On commence d'abord dans un petit godet d'environ 200 millilitres. Le plant s'y développera parfaitement jusqu'à l'apparition de 3 ou 4 vraies feuilles. Dès que les racines ont bien colonisé tout l'espace, il est temps de passer au rempotage dans un contenant plus grand. Le volume idéal pour la suite, c'est un pot de 500 millilitres, soit un demi-litre. Certains jardiniers utilisent même des pots d'1 litre, surtout pour les variétés les plus hautes. Avec un tel volume, la tomate pourra se bâtir un système racinaire solide, essentiel pour bien s'épanouir une fois plantée en serre ou en pleine terre. Ne lésinez pas sur l'espace.
Plus vos tomates seront à l'aise, plus votre récolte sera généreuse. Il y a aussi les vrais géants, ceux qui se sentent vite à l'étroit dans les contenants classiques. Je parle des cucurbitacées, concombres, courgettes, pâtissons, courges et melons. Leur système racinaire est particulièrement fragile et supporte très mal le repiquage. C'est pourquoi on les sème directement dans des pots individuels assez volumineux. Pour un seul plant de concombre ou de courgettes, comptez au moins 500 à 700 ml, mais l'idéal reste 1 litre entier. Dans un espace plus restreint, leurs racines vigoureuses vont très vite saturer le pot et buter contre les parois. Cela provoque un stress intense dont la plante pourrait mettre longtemps à se remettre une fois en terre. Enfin, n'oubliez pas qu'il ne faut pas laisser ces plants vieillir trop longtemps en godet. L'âge idéal pour la plantation se situe entre 25 et 30 jours. Alors, au moment du semis, prévoyez tout de suite des appartements spacieux pour que leur croissance ne soit jamais freinée. Et pour les fleurs? Ici, tout est une question de variété. Pour les espèces délicates et à croissance lente, comme les lobélias, les alices ou les pourpiers, de simples plaques alvéolées à petites cellules suffiront largement pour commencer. On ne s'embête d'ailleurs pas toujours à les repiquer individuellement. On peut très bien les planter directement en petites touffes. Pour les annuelles plus vigoureuses, comme les astères, les zinnias ou les œillets d'Inde, on peut appliquer la même méthode que pour les tomates. On démarre dans des godets de 100 à 200 ml, puis on rempote dans des contenants de 300 à 500 ml. Concernant les fleurs vivaces, qui se développent de plus lentement la première année, inutile de se presser. Vous pouvez les laisser tranquillement tout l'été dans des pots d'1 demi-litre. L'objectif est d'obtenir, d'ici l'automne, un plant robuste avec un système racinaire bien développé, prêt à affronter l'hiver. Le secret, c'est l'observation. Si vous voyez que la plante ne grandit plus et que les racines commencent à saturer la motte, c'est le signe qu'il est temps de lui donner plus de place. On parle souvent de repiquage et de rempotage, mais savez-vous ce qui les différencie vraiment? Le repiquage consiste à replanter un jeune semis tout en pinçant l'extrémité de sa racine principale. Cette technique est très utile pour stimuler le développement des racines latérales, celles qui absorbent l'eau et les nutriments. Les tomates, les choux ou encore les astères supportent très bien cette manipulation, que l'on effectue généralement dès l'apparition des 2 premières vraies feuilles. En revanche, les poivrons, les aubergines et toutes les plantes de la famille des courges détestent qu'on touche à leurs racines. Pour eux, on utilise la méthode du transpotage. Le principe est simple. On transfère délicatement la plante d'un petit pot vers un plus grand sans jamais briser la motte de terre. On sort le plant de son ancien godet, on le place dans le nouveau et on comble les vides avec du terreau frais. C'est une méthode totalement indolore et sans aucun stress pour vos semis. Au fond, c'est un peu comme si vous leur offriez un appartement plus grand. Ce transfert en douceur est l'étape clé pour obtenir des plants vigoureux et en pleine santé. Parlons plus en détail du rempotage par motte, car c'est vraiment la base de tout. Mais comment savoir quand le moment est venu? Le signe qui ne trompe pas, ce sont les racines. Si vous voyez de petites racines blanches sortir par les trous de drainage ou si elles ont colonisé tout le terreau, n'attendez plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à sortir délicatement la plante de son pot pour vérifier l'état des racines. Pour cette opération, choisissez un nouveau pot légèrement plus grand, avec environ 2 ou 3 cm de diamètre en plus. Commencez par déposer un peu de terreau frais au fond. Ensuite, retournez délicatement l'ancien contenant pour extraire la plante avec toute sa motte. Une petite astuce. La terre doit être juste assez humide. Ni trop sèche, pour ne pas qu'elle s'effrite, ni détrempée, pour éviter qu'elle ne tombe en boue. Placez ensuite votre plante bien au centre du nouveau pot et comblez les vides sur les côtés avec un terreau riche et nutritif, en tassant légèrement. Pour finir, arrosez votre plante. C'est une manipulation qui ne prend que quelques minutes,
mais elles donnent un véritable coup de boost à la croissance, car la plante gagne à la fois de l'espace et de nouveaux nutriments. Il existe aussi ce qu'on appelle la méthode paresseuse, c'est-à-dire la culture sans rempotage intermédiaire. Nous avons déjà vu pourquoi il est risqué de semer une minuscule graine directement dans un grand pot, mais est-ce que cette approche est parfois justifiée? La réponse est oui, mais sous certaines conditions. D'abord, c'est une solution adaptée aux plantes qui supportent très mal d'être déplacées, comme les cucurbitacées. Dans ce cas, on utilise tout de suite un grand contenant, mais il faut être extrêmement vigilant sur l'arrosage. Ensuite, cette technique est réservée aux jardiniers très expérimentés qui maîtrisent parfaitement l'humidité du sol. Ils n'arrosent pas directement au pied de la plante, mais surtout le pourtour du pot. Cela force les racines à s'étirer pour chercher l'humidité et à bien coloniser tout l'espace disponible. Pour un débutant, c'est un pari risqué. Le risque de noyer la plante et de provoquer le pourrissement des racines est bien trop élevé. Alors, si vous n'avez pas encore des années de pratique derrière vous, ne cherchez pas de raccourcis. Le rempotage progressif reste la méthode la plus fiable et la plus sûre pour obtenir des plants vigoureux, trapus, avec un système racinaire parfaitement développé. Voyons ensemble les erreurs les plus fréquentes lors du rempotage, celles qui peuvent ruiner tous vos efforts. Première erreur, le mauvais timing. Transplanter trop tôt, alors que les racines n'ont pas encore bien colonisé la motte, est inutile. Cela expose la plante au même risque qu'un pot trop grand. Mais faire traîner les choses est encore pire. Une plante dont les racines tournent déjà en rond au fond du godet a subi un stress intense. Sa croissance s'est stoppée et elle mettra beaucoup de temps à se réveiller dans son nouveau contenant. Deuxième erreur, abîmer la motte de terre pour les cultures qui y sont sensibles. Faites toujours en sorte de la garder intacte. Troisième erreur, la profondeur de plantation. Si les tomates aiment être enterrées profondément pour développer des racines supplémentaires, ce n'est pas le cas des poivrons et des aubergines. Pour eux, un excès de terre autour de la tige peut entraîner son pourrissement. Repiquez-les toujours au même niveau qu'auparavant. En évitant ces pièges tout simples, vous rendrez vos rempotages bien plus efficaces et garantirez une meilleure reprise à vos plants. Nous l'avons déjà mentionné, mais c'est un point sur lequel il faut insister. Les trous de drainage ne sont pas une simple suggestion, c'est une obligation absolue. Quel que soit le contenant choisi, qu'il s'agisse d'un pot acheté en magasin ou d'un pot de yaourt recyclé, le fond doit impérativement être percé pour laisser l'excès d'eau s'écouler. Sans cela, l'eau stagne et le pourrissement des racines était garanti. Alors, combien de trous faut-il prévoir? Pour un gobelet standard de 200 à 500 ml, 3 à 5 trous d'environ 5 à 7 mm de diamètre suffisent largement. Vous pouvez les réaliser facilement à l'aide d'un clou chauffé, d'un poinçon ou même d'une perceuse. Certains jardiniers craignent que la terre ne s'échappe par ces ouvertures. Pour éviter cela, vous pouvez déposer un petit morceau de serviette en papier au fond du pot avant d'y mettre le terreau, ou encore verser une fine couche de sable grossier ou de petites billes d'argile. Notez tout de même que si votre terreau a une bonne structure, il restera généralement bien en place. Ne négligez pas cette règle toute simple. C'est le secret pour que vos racines puissent respirer sainement. Pot transparent ou opaque? C'est un débat qui anime souvent les passionnés de jardinage, et chaque option a ses partisans. Le gros point fort du transparent, c'est le contrôle visuel. D'un simple coup d'œil, vous savez si la terre est trop sèche ou, au contraire, saturée d'eau. Mais surtout, vous suivez en direct le développement des racines. C'est l'indicateur parfait pour déterminer, sans se tromper, le moment idéal pour le rempotage. Cependant, il y a des inconvénients. L'exposition à la lumière peut favoriser l'apparition d'algues. Et n'oublions pas que, par nature, les racines préfèrent l'obscurité. Les pots opaques évitent ces soucis en recréant des conditions plus naturelles.
mais ils rendent le suivi de l'humidité beaucoup plus complexe. Alors, que choisir? Le compromis idéal existe. Utilisez des contenants transparents, mais placez-les dans un bac ou un plateau opaque qui protégera les parois de la lumière directe. C'est la solution parfaite pour faire d'une pierre deux coups. Vos racines restent bien au noir tout en vous laissant un contrôle total sur leur croissance. Si, comme moi, vous privilégiez les pots en plastique réutilisables, leur nettoyage et leur désinfection sont des étapes cruciales avant de lancer la nouvelle saison. Avec le temps, des résidus de terre, des spores de champignons ou même des œufs de parasites ont pu s'incruster sur les parois. Utiliser des contenants sales, c'est prendre le risque de contaminer tous vos nouveaux semis, pourtant bien portants. Alors, ne négligez pas cette étape. Commencez par frotter soigneusement vos pots avec une brosse et du savon de Marseille pour éliminer toutes les traces de terre. Ensuite, passez à la désinfection. Plusieurs solutions s'offrent à vous. La plus simple reste le trempage pendant 1 à 2 heures dans une solution de permanganate de potassium. Vous pouvez également utiliser de l'eau de javel diluée, comptez un volume de javel pour 9 volumes d'eau, ou des produits spécialisés comme le Pharmayode. Une fois désinfectés, rincez abondamment les pots à l'eau claire et laissez-les bien sécher. Ce petit effort est un investissement indispensable pour garantir la santé et la vigueur de vos futures récoltes. Résumons donc tout cela avec une petite liste de contrôles pour choisir le pot idéal pour vos semis. Premier point, le volume. Commencez petit, entre 100 et 200 ml, et augmentez la taille au fur et à mesure de la croissance, surtout pour les tomates, les poivrons et les aubergines. Pour les courges, prévoyez tout de suite au moins un demi-litre. Deuxième point, le matériau. L'option idéale reste le plastique opaque. C'est bon marché, durable et très pratique. Évitez les pots en tourbe si vous n'êtes pas certain de leur qualité. Troisième point, le drainage. C'est la règle d'or. Vérifiez qu'il y a bien des trous au fond, ou percez-les vous-même. C'est indispensable. Quatrième point, la forme. Privilégiez les godets légèrement évasés vers le haut. Cela facilite grandement le démoulage lors du rempotage. Les pots carrés, eux, sont parfaits pour optimiser l'espace sur vos rebords de fenêtres. Cinquième point, l'hygiène. Utilisez uniquement des contenants propres et, idéalement, désinfectés. En suivant ces 5 conseils tout simples, vous éviterez 90% des problèmes classiques lors de la culture de vos semis. On a fait le tour d'un sujet qui semble tout bête au premier abord, le godet de semis. Mais comme vous l'avez vu, c'est loin d'être aussi simple qu'on le croit. On a compris qu'il vaut mieux commencer par un petit volume, que le rempotage n'a rien d'effrayant, c'est même tout l'inverse, et qu'un pot acheté au prix fort en magasin n'est pas forcément meilleur qu'un simple pot de crème fraîche recyclée. L'idée à retenir, c'est que le meilleur contenant pour vos semis n'est pas celui qui coûte le plus cher, mais celui qui est choisi avec bon sens, pour s'adapter parfaitement à la plante et à son stade de développement. Parfois, un petit pot de yaourt bat à plat de couture les pots en tourbe les plus sophistiqués, simplement parce qu'il a été choisi au bon moment et pour les bonnes raisons. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains conseils jardinage. Et avant de se quitter, j'ai une question pour vous. Quel est l'objet le plus insolite que vous ayez détourné en pot de semis? Partagez vos idées les plus géniales dans les commentaires. On va essayer de rassembler ici les meilleures astuces de récup.